Je l'avais lancé. Bonjour ou rebonjour. Donc, il s'agit pour aujourd'hui en sociologie rurale ou sociologie des mutations de la ruralité, en sociologie des espaces ruraux, d'une intervention, je dirais presque conclusive, en tout cas synthétique, qui sera poursuivie donc d'un échange dans le cadre d'un enseignement plutôt par Zoom, pour permettre de vous préparer au mieux donc à l'exercice. Dans le cadre des modalités de contrôle de connaissances, il s'agira de mettre en place, de proposer donc à votre attention donc un dossier, donc la mise en place d'un dossier. Donc pour préparer tout cela, rien de mieux effectivement qu'un échange et qu'une interaction en tout cas avec vous. Alors, en préambule, je voudrais vous présenter un schéma, un tableau, donc montrant l'évolution de la population active agricole et non agricole depuis la fin du 19e siècle. Voilà pour le schéma. Il y a donc en ordonnée en abscisse, donc nous avons à la fois les dates de 1806 aux années 2000 et bien sûr le pourcentage, le taux de population active. Alors on voit d'emblée que une seule courbe descend et continue à diminuer. Il s'agit de celle qui concerne le taux d'actifs agricoles. Plus de 60% de population active agricole à la fin du 19e siècle encore, en France. Environ 64-65% de population. Donc active étaient travailleurs de la terre en France. Et nous arrivons aujourd'hui à moins de 5% d'actifs agricoles. Il s'agit donc d'une chute vertigineuse, du déclin quantitatif du nombre de travailleurs de la terre en France, et plus largement dans les sociétés modernes, industrielles et riches, européennes notamment. Il s'agit d'une rupture phénoménale, une rupture démographique, qui est vécue très douloureusement par les personnes concernées, par les travailleurs de la terre, donc concernés par cette rupture démographique. Et ce, au profit d'une augmentation tout aussi vertigineuse de l'emploi dans les services. Donc, quand Michel Crozier analysait la France qui se transformait en grand bureau, c'est un petit peu ça qu'il voulait dire et faire passer. Vous voyez donc la courbe des emplois dans les services n'a cessé d'augmenter. Et une qui a augmenté et ensuite qui s'est stabilisée, c'est celle des emplois dans l'industrie et le bâtiment. Voilà. Donc c'était, je crois, pour entrer dans le sujet, pour dire que la société française est de moins en moins agricole, et donc de fait de moins en moins rurale, que l'urbanisation est vraiment synonyme aujourd'hui de la modernisation de la société est synonyme de l'urbanisation de la société, et que pour comprendre cette mutation sans précédent, ce passage d'un type de société, d'un type de civilisation, je dirais même d'un type de culture à un autre type de
de civilisation, eh bien, il faut absolument bien comprendre que dans la tête des acteurs sociaux, dans leur représentation sociale, dans les images, eh bien, la société n'est pas simplement traversée par des changements sociaux, des mutations sociales, des métamorphoses, comme on dit en sociologie, plus souvent, mais la société est perçue comme étant traversée par une crise de très grande ampleur, et pas uniquement une crise sanitaire, une pandémie mondiale, mais une crise polymorphe qui concerne les niveaux de la vie sociale, et tous les niveaux de la vie sociale, à commencer par le niveau politique, le niveau économique, mais aussi le niveau technique, sans oublier le niveau culturel, puisqu'il s'agit bien entendu d'une crise aussi qui concerne la question des identités. En fait, il s'agit de mutations sans précédent qui mettent les personnes, les citoyens, les acteurs sociaux, surtout les acteurs sociaux faiblement dotés en moyens financiers, comme faiblement dotés en moyens intellectuels, perçus bien sûr à travers la scolarisation et les diplômes, qui mettent donc toute une catégorie, tout un pan important, quantitativement, de la société, en situation de quasi-exclusion sociale. La société change, à la fois beaucoup plus vite, très vite, et en même temps, elle change et elle impose de s'adapter à ces changements. Et donc, elle ne permet pas à tous les individus de trouver leur place dans une société à la fois de lutte des classes et de lutte des places. Cette situation est à la fois objective, puisque c'est un fait que la société se modernise, y compris bien sûr l'agriculture. C'est un fait, mais en même temps, cette situation objective est perçue à travers ce fameux mot unique. La crise, de crise donc, le mot crise. Et il s'agit aussi, donc, non pas d'une réalité objective uniquement, mais aussi d'une réalité subjective, c'est-à-dire d'une perception. Les agriculteurs, les travailleurs de la terre, pour être plus général, et intégrer à la fois les paysans, les agriculteurs et les chefs d'entreprise agricoles, les entrepreneurs, les travailleurs de la terre doivent être perçus aujourd'hui comme un groupe social comme les autres. L'agriculture n'est pas autre chose qu'un secteur économique, et en plus, c'est un secteur économique qui concerne plus que d'autres secteurs la dimension européenne à travers la politique agricole commune. L'agriculture est beaucoup plus qu'un simple secteur économique, c'est aussi une politique et une culture qui renvoient à des identités, les identités agraires. Et nous assistons aujourd'hui à l'élargissement, à la mondialisation du marché, notamment du marché agricole. Mais en même temps, nous assistons aussi à ce que l'on pourrait appeler la fin d'un cycle, celui du productivisme comme modèle unique de production agricole. Concernant les décisions, concernant la dimension politique de l'agriculture, disons tout de suite que l'agriculture est co-gérée. Elle est le fruit d'une co-gestion. La co-gestion de l'agriculture, cela veut dire que la moindre décision prise en matière agricole est prise
dans le cadre de concertation, dans le cadre de négociation entre les institutions agraires, les pouvoirs publics, et les représentants, les dirigeants des organisations professionnelles agricoles. Et il ne s'agit pas de l'oublier que la politique agricole est co-gérée. Il ne s'agit donc pas de l'oublier dans les analyses et dans nos jugements, en cherchant ça et là des boucs émissaires, l'Europe en particulier, ou encore l'État, d'autres boucs émissaires, la grande distribution, les médias, qui sont à la fois instrumentalisés et utilisés, qui sont recherchés, d'où les exactions qu'il ne faudrait pas traiter autrement que comme des délits et sanctionnés en tant que tels. Donc, la grande distribution, recherchée et dénoncée pour leur malhonnêteté et leur incompréhension de la réalité vécue par les agriculteurs, les travailleurs de la terre. De plus, il faut parler de l'agriculture au pluriel, car aujourd'hui, les producteurs fournissent plus de la matière première pour les industries agroalimentaires que des aliments pour les consommateurs. Même si on apprécie ça et là le succès du retour aux produits fermiers et à la réduction des circuits, ce qu'on appelle aujourd'hui les circuits courts en agriculture. D'ailleurs, tous les sondages, toutes les études notent que les consommateurs, les citoyens, aiment les agriculteurs, même s'ils n'aiment pas l'agriculture, c'est-à-dire le système qui fait fonctionner les enjeux qui concernent le système agricole. Les consommateurs aiment donc les agriculteurs, même s'ils ne comprennent pas toujours les logiques économiques qui président aux politiques. Et même s'ils ne comprennent pas toujours l'absence d'une plus grande variété de points de vue lors des débats sur les formes d'agriculture. La biodiversité ne concerne pas seulement les animaux et les végétaux, elle concerne aussi la structure sociale, sans opposer, encore une fois, l'agriculture paysanne et l'agro-industrie, qui a une problématique exportatrice, donc créatrice de valeur, de richesse et de travail. Au final, que faudrait-il faire? À mon sens, comme tentent de le faire la plupart des ministres de l'agriculture, réunir tous les acteurs pour négocier, en prenant en compte tous les intérêts, et notamment ceux des producteurs, mais pas uniquement. Les intérêts de l'amont à l'aval. Et rappeler, premièrement, que la spoliation des producteurs devrait être terminée. Les agriculteurs qui ont accepté de jouer le jeu de la modernisation voient ainsi beaucoup plus de bénéfices pour l'amont de l'agriculture, les vendeurs d'engrais, de pesticides, ou pour l'aval, les transformateurs, les vendeurs d'aliments humains, les groupes agroalimentaires et les supermarchés, etc. Et donc cette spoliation des agriculteurs, des producteurs, devrait cesser. Rappelez deuxièmement que la PAC, la politique agricole commune,
n'est pas responsable de la situation. Mais c'est bien l'absence d'harmonisation à l'échelle européenne, notamment en matière de fiscalité, et en particulier singulièrement fiscalité agricole, qu'il s'agit de trouver là, où il s'agit de trouver des solutions. Ce n'est donc pas la PAC qui est responsable de la situation, mais bien le manque d'harmonisation à l'échelle européenne. Troisièmement, enfin, cessons de penser l'agriculture à travers un schéma totalement erroné. Les travailleurs de la terre ne sont ni des paysans innocents, ni d'affreux chefs d'entreprise qui polluent et vivent de primes et de subventions de la politique agricole commune et de l'État. Je dirais, par exemple, que la fameuse révolte dans les années 2019-2020 ou 2018-2019, la fameuse révolte des bonnets rouges, avait une problématique territoriale. Et il me semble que aujourd'hui, l'intérêt du monde agricole s'inscrit dans une sortie de mouvements, de revendications uniquement corporatistes. Il s'agit de ne pas s'enfermer dans l'identité professionnelle, mais de réintégrer l'intérêt général dans les problématiques, dans les revendications, certes légitimes, mais en tout cas, aujourd'hui, à la fois insuffisante et biaisée. La crise est surtout dans les têtes parce que la réalité concrète est extrêmement douloureuse et injuste pour tous les travailleurs de la terre faiblement dotés, pour tous les petits producteurs. Mais dans cette problématique, on le voit bien, il s'agit de privilégier la facette professionnelle de l'identité. Il me semble que la dimension territoriale de l'identité permettrait une issue par le haut, donc à cette crise. Concernant le lien entre agriculture au pluriel et territoire, toujours au pluriel, 5 scénarios prospectifs ont été envisagés, et ce, dès la fin des années 1990. Premier scénario, la conservation du protectionnisme agricole européen. Deuxième scénario, l'affirmation du nouvel ordre des industries agroalimentaires. Troisième scénario, la qualification des produits et des terroirs. Quatrième scénario, une nouvelle économie rurale. Et enfin, cinquième et dernier scénario envisagé, la crise généralisée avec une agriculture comme refuge. L'agriculture refuge. Pour décliner ces différents scénarios, ces 5 scénarios, 4 aspects. Celui, premièrement, des acteurs, deuxièmement, des produits, troisièmement, de l'espace, et quatrièmement, de l'identité, ou de la dimension identitaire. Ainsi, dans le scénario 1, la conservation du protectionnisme agricole européen, les acteurs ne sont pas de simples, entre guillemets, simples paysans ou même agriculteurs, ce sont des entrepreneurs agricoles qui font du lobbying dans le cadre et à travers et en utilisant et en dirigeant les organisations professionnelles agricoles, qui font du lobbying auprès des pouvoirs publics
et qui continuent aussi, bien sûr, leur lobbying européen auprès des responsables de la politique agricole commune. Il s'agit, concernant les produits, eh bien, de produire des aliments de masse pour la vente, pour l'export, notamment à l'étranger, et même outre Europe, à l'échelle mondiale. L'espace de référence, eh bien, en termes d'espace, c'est le produit comme rente, comme investissement dans une logique entrepreneuriale. L'agriculture, dans ces cas-là, serait plutôt agricolo-centrée, c'est une sorte de corporatisme agraire. Dans le deuxième type, l'affirmation du nouvel ordre des industries agroalimentaires, les acteurs, bien sûr, ce sont les firmes, les grosses firmes multinationales, les industries agroalimentaires, les fameuses IAA. Et il y a, par rapport au premier type, un peu plus de différenciation en termes de produits. Et une ouverture, effectivement, vers la diversité des produits. Le facteur n'est plus un facteur de rente résidence différentielle comme le premier type, mais le facteur de production dans une agriculture industrialo-centrée. Le troisième type, la qualification des produits et terroirs, eh bien, nous avons comme acteurs principaux les entrepreneurs agricoles, mais hors PAC, avec un financement beaucoup plus national, régional, local. Les produits, on insiste sur la qualité des produits, la qualité originelle de la production, mais aussi de la transformation. L'espace, effectivement, n'est plus un facteur de production, ni même un facteur de rente différentielle, mais bien un facteur de qualité au service, au niveau de l'identité, d'une agriculture identitaire. Par exemple, produire et vendre français et acheter français. Quatrième scénario, une nouvelle économie rurale. Eh bien là, nous avons affaire à des acteurs des territoires, des entrepreneurs ruraux multifonctionnels qui peuvent, par exemple, s'inscrire dans les fermes auberges, le tourisme à la ferme, etc. Puisque les produits, ce sont des produits du terroir. Et nous ne sommes plus dans un facteur de qualité uniquement, mais un facteur d'organisation pour une agriculture rurale. Et enfin, crise généralisée, l'agriculture refuge. Eh bien, on a des acteurs nouveaux qui apparaissent, mais il peut y avoir carrément de l'entrisme de groupes plutôt dangereux, comme des groupes mafieux, qui investiraient à l'étranger notamment dans le monde agricole et la production agricole. Mais il y a aussi toute une série de petits producteurs dans les pays qui sont exclus des aides et qui auto-consommeraient leurs produits, qui le transformeraient, et il y aurait là beaucoup moins de ventes et d'exports. Nous ne sommes plus dans un facteur de qualité de production ou de rente différentielle, même plus un facteur d'organisation, mais un facteur de survie, avec la revendication d'un droit au sol, l'identité, une agriculture de survie. Donc, ce document dont je viens de vous résumer les grandes lignes sera donc polycopié, scanné en tout cas, et mis en ligne à votre attention. J'avais eu l'occasion de participer justement au débat au sein de la Société française d'économie rurale, avec justement la délégation de l'aménagement des territoires dans les années 1999. Voilà, et la notion de territoire,
mérite qu'on y revienne, et il me semble important d'en rappeler les contours. Rappeler, puisqu'il s'agit d'une forme de synthèse, rappeler que le territoire n'est pas un donné, mais bien une construction sociale, que le territoire est une construction sociale où les processus et les héritages historiques jouent un rôle extrêmement déterminant, que le territoire s'observe à des échelles d'analyse différentes qui peuvent parfois se recouper et s'emboîter, que le territoire est une portion d'espace qui a été délimitée, nommée, support d'une identité collective et surtout produit de pouvoir. Il s'agit de rappeler aussi que la question des territoires ruraux est un domaine extrêmement controversé. La ruralité est une notion contestée aujourd'hui, encore aujourd'hui. Même si la ruralité existe comme représentation sociale, les territoires ruraux continuent à exister dans les têtes. Et donc, je voudrais dégager, en guise de rappel de l'émergence de l'approche sociologique de la ruralité, je voudrais rappeler les 3 axes, parmi d'autres, qui ont présidé justement à la formation du concept de ruralité dans les sciences humaines et sociales et singulièrement en sociologie rurale, aujourd'hui. Les 3 axes sont les suivants. La ruralité est une production sociale de l'économie, comme science, la dimension économique, dans la mesure où effectivement, la ruralité est fortement structurée par les activités agricoles et par la société paysanne, comme l'avait rappelé Henri Mannras. En fait, l'économie, cet axe économique, est en quelque sorte le fondement historique du concept de ruralité. Bien entendu, loin de moi l'idée de confondre agriculture et ruralité, mais sachons bien sûr que le monde rural reste structuré encore aujourd'hui par l'agriculture. Même si, encore une fois, les agriculteurs sont aujourd'hui minoritaires, y compris dans les espaces et les territoires ruraux. L'autre entrée que j'avais eu l'occasion d'évoquer, et qui est importante aussi, est à caractère plus géographique. Cette seconde entrée est fondée sur le fait qu'en milieu rural, l'essentiel de l'économie s'appuie sur un usage extensif de l'espace et des ressources naturelles. La ville étant, encore une fois, le lieu de très forte concentration, voire de surconcentration d'investissement, de prix élevés du foncier, de l'immobilier. Ainsi, contrairement au champ précédent, au champ économique, où l'on constate une réduction des différences entre ville et campagne, il apparaît ici que l'écart se creuse de plus en plus entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Cet axe demeure, me semble-t-il, le plus pertinent pour définir la ruralité. Tout simplement parce que je pense que c'est l'axe qui autorise le plus à parler de ruralité. En termes de territoire rural, en termes d'espace rural, cet axe autorise beaucoup plus à se limiter à parler de territoires ruraux, beaucoup plus que de sociétés rurales, encore une fois. Justement, et c'est en effet le dernier fondement. C'est l'idée que la ruralité repose
sur la spécificité d'un système de valeurs fondé sur la famille, fondé sur la propriété, fondé sur l'attachement à la terre, en gros, en quelque sorte, fondé sur un certain conservatisme, et que finalement, on peut définir et décrire une société rurale à partir d'un système de valeurs qui lui serait propre. Cette approche avait largement cours dans les débuts de la sociologie rurale. Aujourd'hui, le milieu rural a connu de telles ruptures sur le plan de la recomposition démographique, dans la redistribution de la population sur le territoire français, dans son mode de consommation et de vie, dans ses modèles culturels de référence, qu'on ne peut plus vraiment parler de société rurale. Toutes les enquêtes montrent d'ailleurs que l'on va vers une uniformisation très grande des pratiques, mais aussi des aspirations des personnes qui vivent en milieu rural par rapport à celles qui vivent en milieu urbain. Cette tendance est d'ailleurs renforcée par l'installation en milieu rural de nombreux ménages venus de la ville. S'il subsiste encore des disparités dans certains domaines de la consommation, dans certains domaines des loisirs, c'est plutôt en raison des niveaux de revenus différents qui conditionnent les modes de vie que par rapport à la résidence en ville ou à la résidence à la campagne. En définitive, et pour conclure mon intervention d'aujourd'hui et vous inviter donc à un échange prochain par le biais du médium Zoom, eh bien, je dirais que, en définitive, l'examen attentif de la notion de ruralité amène sur une conclusion extrêmement nuancée. Le contenu traditionnel de la ruralité est évidemment très ébranlé, mais on ne peut estimer pour autant qu'il n'y a plus de monde rural, même si certains discours poussent à cette affirmation. Aujourd'hui, l'appartenance à la ruralité est revendiquée non seulement par les ruraux de souche, mais aussi par beaucoup de gens nouvellement installés dans le tissu rural. Beaucoup de gens qui ont bien le sentiment d'appartenir à un milieu de vie très différent de celui de la ville et qu'ils ont choisi comme tel. Des organisations vivantes et novatrices se réclament de cet univers, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine culturel. La politique rurale elle-même est constamment rénovée. Le rural est aussi le support de nombreuses revendications collectives pour une meilleure intégration au processus général de développement et sa reconnaissance comme forme moderne de l'organisation sociale. Cette aspiration au progrès, cette aspiration à la modernité ne porte pas atteinte à sa spécificité. L'urbanisation et la modernité ne portent pas atteinte à la spécificité de la ruralité, en tout cas comme espace, comme territoire, beaucoup plus que comme culture. Tous ces arguments militent ainsi, me semble-t-il, pour ne pas abandonner purement et simplement la notion de ruralité. Les sociologues, les chercheurs, qu'on appelle les ruralistes, historiens ruraux, géographes ruraux, ethnologues de la ruralité, etc., les chercheurs tentent aujourd'hui d'établir le diagnostic sur la pertinence scientifique du concept de ruralité. Comme objet du débat social, je crois que nous ne gagnerions rien à supprimer la notion de ruralité. Une notion qui conserve, me semble-t-il, sa légitimité et son utilité. Mais il faut la revisiter, il faut la moderniser, en réexaminant sans a priori la valeur des références
à son contenu traditionnel et en y intégrant toutes les nouvelles fonctions et significations qu'elle recouvre pour une société largement urbanisée. Tout ceci nous amène, au sein notamment des institutions, mais aussi des organisations, des associations, tout ceci amène les ruraux, disons, au sein des organisations et des institutions, à réfléchir à cette notion. Le rural semble en effet, et c'est mon hypothèse centrale, le rural semble davantage se définir par le cadre, c'est-à-dire le territoire, le cadre qu'il offre, et plus que par ce qu'on y fait, c'est-à-dire par la profession. En effet, après la fin des paysans et l'apparent triomphe de l'urbanisation, le fait rural semblait, pour beaucoup, avoir disparu. C'est, à mon sens, une vision extrêmement simpliste, beaucoup trop simpliste, en tout cas erronée, des choses. Comparativement à d'autres pays, à d'autres États-nations européens, le monde rural en France demeure une réalité historique, une réalité géographique et sociale significative. Sans entrer dans les controverses de sa définition, rappelons d'ici que les espaces à dominante rurale, tels qu'ils ont été redéfinis par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, couvrent en France, encore aujourd'hui, plus de 60% du territoire et regroupent effectivement une quinzaine de millions d'habitants, soit à peu près 20% de la population française, de la population nationale. Certes, le poids économique de l'agriculture et donc du monde rural est beaucoup plus faible, moins de 15% de l'emploi national dans le monde rural. Mais c'est aussi un espace de patrimoine naturel, architectural et culturel extrêmement important. Par ailleurs, son poids politique est renforcé par le système des représentations électorales et dépasse de loin, largement, celui de la démographie. Ainsi, parmi les mutations considérables qui sont en train de se produire dans les espaces ruraux, ces mutations ne sont pas brutales, mais se sont amorcées progressivement depuis les années 1960 en France. Ces mutations correspondent à des tendances dans de très nombreux pays économiquement proches du développement de l'État-nation français. Parmi ces nouvelles dynamiques qui sont à l'œuvre, insistons sur les 4 principales mutations. 1. Le renversement des tendances migratoires. 2. Le renouvellement des activités et des usages. 3. La modernisation du cadre de vie. Et 4, enfin, l'organisation des acteurs. Le renversement des tendances migratoires, pour cette mutation, je dirais tout simplement que la population rurale, qui n'avait cessé de diminuer depuis un siècle, a commencé à se stabiliser au début des années 1960 pour augmenter par la suite à un rythme supérieur à la moyenne nationale. Cependant, la reprise démographique n'est pas générale et certaines régions enclavées, tributaires d'activités agricoles ou industrielles en crise, demeurent encore à l'écart du mouvement. C'est le cas, par exemple, en Bretagne, de la Bretagne centrale, mais aussi au niveau national, du Massif central et d'un certain nombre de plateaux de l'Est en France, en Lorraine et Alsace. Le milieu rural s'inscrit dans des mobilités résidentielles qui sont beaucoup plus larges
avec des cadres, des jeunes ménages, des retraités, des personnes en situation d'exclusion qui reviennent habiter, vivre et parfois travailler dans les communes rurales. D'abord alimentées par le retour au pays natal des immigrants de la génération passée, eh bien, ces populations comportent de plus en plus de gens sans attache locale, venus parfois d'autres pays du nord de l'Europe, Hollande, Danemark, Suède, etc. À cela, il faut ajouter le contingent de ce que j'ai appelé les déçus de la ville, des aventuriers et même parfois des exclus dans la société urbaine. Concernant le renouvellement des activités et des usages, je dirais qu'accompagnant parfois la délocalisation de leurs entreprises, des actifs changent de région. D'autres viennent tenter leur chance en créant leur propre activité dans le tissu rural. Le développement du tourisme rural crée de nouveaux emplois dans les services liés à l'hébergement, liés à la restauration, liés aux activités de loisirs ou aux emplois qui sont parfois occupés par des personnes venues de l'extérieur. Les nouvelles activités sont surtout tertiaires et leur développement est en train de transformer les économies rurales. Dans certaines zones de montagne, cette tertiarisation de l'activité rurale peut atteindre des taux supérieurs à ceux des villes. En définitive, il n'y a plus de corrélation entre l'évolution de la population agricole et celle de la population rurale. Cette dernière, la population rurale, dépendant essentiellement de ce qui se passe en dehors de l'agriculture. Au-delà de sa principale fonction agroalimentaire et forestière, le territoire rural doit maintenant répondre à des besoins de plus en plus divers qui intéressent ses habitants aussi bien que les non-résidents. Il lui faut en effet accueillir des activités trop à l'étroit dans le tissu urbain, faire face à une forte demande de terrain pour un habitat pavillonnaire en expansion, être un espace de récréation et de loisirs pour les citadins, constituer la toile de fond des paysages, contribuer au grand cycle de renouvellement de l'eau et de l'air, à la reproduction de la flore et de la faune, participer à la préservation du patrimoine culturel que constitue l'architecture vernaculaire et les savoir-faire traditionnels. L'accomplissement de toutes ces fonctions, qui concernent isolément ou simultanément tel ou tel type d'espace rural, multiplie les enjeux d'appropriation et d'usage et implique qu'une, entre guillemets, relecture des potentialités des territoires ruraux soit établie dans ces nouvelles perspectives, que les fonctions de l'agriculture soient redéfinies pour une meilleure participation à cet objectif d'intérêt général, d'intérêt public. Quatrièmement, en ce qui concerne la modernisation du cadre de vie, je dirais tout simplement que, pour résumer encore une fois et aller à l'essentiel, que la modernisation du cadre de vie des populations rurales est aussi un facteur qu'il faut mettre en relation avec la reprise démographique. La modernisation du cadre de vie est bien réelle et avait commencé par l'amélioration de l'habitat qui présentait, dans la plupart des zones rurales, un véritable retard de confort très important. Facteur, là encore, de facteur d'exode pour les femmes, en particulier. De leur côté, les équipements collectifs se sont adaptés pour la plupart. Alors que certains services se rétractent, comme la poste ou l'école, d'autres se déploient, comme tout ce qui touche notamment à la santé. Et nous le voyons aujourd'hui à la faveur de la pandémie mondiale qu'est le Covid-19. L'amélioration des systèmes de transport, la diffusion de l'automobile, en effet, il y a plus de 2 véhicules en moyenne par ménage chez les ruraux, où on a effectivement plus besoin de voitures qu'à Paris, dans les territoires ruraux, dans les communes rurales, souvent isolées, et loin des centres administratifs et économiques. Donc, cette amélioration des systèmes de transport et la diffusion de l'automobile, sans oublier l'introduction des nouvelles technologies de communication, tout cela a contribué à désenclaver la plupart des communes rurales. Vivre à la campagne n'est plus, en tout cas aujourd'hui, systématiquement synonyme d'isolement
et surtout de médiocres conditions de vie. Et enfin, je ne peux pas ne pas terminer par le quatrième élément qui, dans l'analyse sociologique des territoires ruraux, me semble central, c'est l'organisation des acteurs. En effet, les zones rurales, les territoires ruraux, se caractérisent par un émiettement extrême des communes, qui, si cet émiettement est un facteur de meilleure participation des citoyens à la vie collective et aux décisions publiques, est en même temps un véritable handicap pour affronter les défis d'une évolution globale de plus en plus concurrentielle et mondialisée. Le pouvoir communal, comme le budget, relève souvent du symbolique. Longtemps réfractaire à l'intercommunalité, je vous rappelle que la loi sur les fusions de communes date des années 1970, au début des années 70, qui a eu un succès relatif, bien sûr, à cette loi, concernant la fusion des communes. Donc, longtemps réfractaires à l'intercommunalité, les communes rurales sont aujourd'hui en train de partager une partie de leurs compétences avec des communautés ou des districts, des communautés de communes, des métropoles urbaines, etc. Bref, de bouger. Ainsi, au-delà et en réponse à ces perspectives, ou par simple volonté de vouloir inverser le cours des choses, les citoyens ruraux, les acteurs locaux des zones rurales, je veux parler bien sûr des élus, des socioprofessionnels ou des responsables associatifs, s'organisent de plus en plus. Ils s'associent pour analyser leurs problèmes, pour évaluer leur potentiel, pour bâtir des stratégies et des programmes, pour évaluer justement ce qu'ils peuvent faire et bâtir des stratégies, mettre en place des programmes de développement qui visent à renforcer l'attractivité de leur territoire et, espérons-le, à promouvoir l'initiative économique et sociale de leurs communes rurales. La montée en puissance des pays du latin pagus, notamment en Bretagne, instaurée par la loi d'orientation et l'aménagement et le développement durable des territoires, la LOADT, le succès de l'initiative communautaire LEADER à l'échelle européenne, les fonds LEADER, donc les programmes de financement des territoires ruraux par l'Europe, donc le succès de l'initiative communautaire de l'Europe sont quelques exemples du mouvement qui est en train, je crois, de rénover de fond en comble et en profondeur donc les communes rurales, les sociétés rurales, la France rurale. Ces évolutions conduisent donc à une modification radicale de la société rurale, de ses modes de vie et de ses attentes pour de nombreux besoins. Économie, donc le travail, service aux personnes, loisirs, culture, santé, éducation, etc. Une nouvelle ruralité est en construction avec une société rurale renouvelée, un espace multidimensionnel qui s'ouvre sur de nouvelles valeurs d'usage pour la société tout entière. Une dynamique complètement articulée à celle de la ville. Le rural n'est plus un monde à part, il est au contraire traversé par tous les problèmes de la société et comme le disait le géographe membre de notre communauté, l'association des ruralistes français, Jean-Claude Bontron, tous les problèmes de la société, et il ajoutait, concernant le monde rural, sans y être toujours préparé. Quelles conséquences pour les décideurs, par exemple pour les élus? Quelles conséquences pour les politiques et d'autres dirigeants? Eh bien, il leur faut accompagner cette mutation en ayant plusieurs mots-clés à l'esprit pour le faire. 1. Une technicité accrue. 2. Une proximité. 3. Faire preuve de souplesse. 4. S'ouvrir aux multiples partenariats interorganisationnels et interinstitutionnels. Et 5. L'innovation, et ce dans tous les domaines. La technicité accrue, s'ajoute à l'enthousiasme et au militantisme associatif qui ne suffit plus.
La proximité, c'est pour retrouver le sens du territoire et mieux répondre aux besoins du terrain. La souplesse, pour s'adapter à la diversité des situations, car la diversité rurale condamne les modèles et les solutions passe-partout, les modèles uniques. L'ouverture aux multiples partenariats interorganisationnels et interinstitutionnels, eh bien, c'est ce qui permet de mettre en place et de poursuivre les actions politiques. Et enfin, l'innovation dans tous les domaines, en termes d'économie, d'organisation, de solidarité, cette innovation qui devient visiblement une exigence. Je vous remercie.